vient vite chercher le maire dès qu'il y a un problème. Et donc, on attaque parce qu'il faut trouver un coupable. Et puis le maire, il est à portée de baffe. Geoffroy Boulard est maire du 17e arrondissement de Paris qui compte 160 000 habitants. Il a grandi loin des dorures parisiennes et pourtant il joue un rôle central dans la capitale aujourd'hui. Il faut être disponible. Il y a toujours des petits services à rendre. Même si parfois la peine est immense, il faut être présent. Entre la lutte contre les rats, le sauvetage des petits commerçants ou les attaques qu'il subit régulièrement, il a beaucoup de choses à partager. Et là, il y a des hommes qui se sont interpellés et qui physiquement se sont approchés de moi. J'étais un peu seul et j'ai senti physiquement le moment où ça allait potentiellement dégénérer. Alors je lui ai demandé de tout me dévoiler. La réalité du métier de maire, les défis de la ville de Paris à l'approche de l'élection de 2026, mais aussi les clashs qu'il a vécu avec certains politiques dans son activité. La maire de Paris, je ne l'ai pas ménagée. Je trouve qu'elle a manqué de transparence. Elle nous donnait des leçons à tout bout de champ depuis des années. Faites ce que je dis, mais regardez pas ce que je fais. Ici Mathieu Leland et bienvenue dans À poil et sans filet. Bienvenue à tous dans À poil et sans filet. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Geoffroy Boulard. Il est maire du 17e arrondissement. On va aborder un sujet brûlant qui est comment est-ce que le maire est le défenseur des entreprises locales et des entrepreneurs. Bonjour Mathieu. Bonjour Geoffroy. Je commence par te présenter. Tu es élu dans le 17e depuis 2008, donc maire LR depuis 2017, vice-président de la métropole du Grand Paris depuis 2020. Autrement dit, 18 ans dans les rouages du pouvoir local. Tu diriges un arrondissement de 160 000 habitants, avec des dizaines de millions d'euros de budget, avec des centaines d'agents municipaux, avec aussi des commerçants sous pression, des habitants qui sont obsédés par la sécurité et la propreté. Et puis, en 2018, tu t'es fait connaître dans ton combat contre les rats, qui a fait le tour des médias. Tu iras jusqu'à New York pour expliquer comment Paris a réagi. Être maire à Paris aujourd'hui, c'est pas couper des rubans, hein. C'est aussi manager une administration que tu ne peux pas licencier. C'est soutenir des entreprises sans maîtriser la fiscalité. Et puis, c'est faire face à une haine du politique grandissante. Donc, on va se poser ces questions-là dans cet épisode. Est-ce qu'un maire est un chef d'entreprise ? Est-ce que tu as des leçons de management à nous partager ? Ça intéressera mes auditeurs qui sont des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Peut-il protéger ceux qui créent de la valeur ? Donc, les commerçants, les startups PME locales. Qu'est-ce qu'on peut attendre de son maire, autrement dit ? Et enfin, pourquoi est-ce que le monde politique est déconnecté de ces entreprises ? Alors, je précise d'ailleurs que toi, tu as toujours bossé dans les PME et en particulier dans l'accompagnement des entrepreneurs. Donc, ça va être intéressant d'avoir ce double regard, je pense. Tout à fait. Très heureux de partager ce moment avec toi. Formidable. Et écoute, je te pose la première question que je pose à tous mes invités d'À poil et sans filet. C'est quand, Geoffroy Boulard, que tu t'es senti la dernière fois à poil et sans filet ? Bonne question. À poil et sans filet... Écoute, dans des moments parfois difficiles. Et j'ai un exemple là qui me vient où vraiment c'était une réunion publique que j'organisais dans le cadre d'un problème scolaire avec des parents d'élèves très remontés. On parle beaucoup des abus sexuels, etc. Et là, il y avait une présomption sur des animateurs dans une école publique. Et il fallait tenir une réunion publique pour informer sans pouvoir donner des informations confidentielles, notamment liées à la justice et au déroulement de l'enquête. Et là, je me suis senti à poil et sans filet, là, tout seul, tout nu, comme on dit. Ça a été très compliqué. Voilà, donc c'est pas un moment tout à fait nautique, hein. C'est plutôt un moment un peu compliqué qui marque un mandat. Quand on voit la peur des parents, l'angoisse, la psychose aussi. Bon, il se trouve qu'ensuite l'affaire a donné lieu à un sans-suite, donc il ne s'est rien passé. Mais bon, faut le gérer le moment. Et là, j'avoue que je me sentais un peu démuni. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans ces moments-là ? C'est le fait de gérer la déception des parents ? C'est la peur qu'il se soit passé vraiment quelque chose ? C'est quoi ? C'est à la fois... ce qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas donner des informations puisque y a un début d'enquête, il y a eu un signalement sur un personnel de la ville de Paris. Et puis on a des parents qui psychotent, et c'est normal, qui se disent « Mais moi, mon enfant, est-ce qu'il a été aussi victime de ces agissements ? Est-ce que vous pouvez me dire ? Et vous êtes le maire, donc vous êtes forcément responsable, donc vous êtes au courant. Donc si vous ne nous dites pas la vérité, c'est qu'il y a quelque chose derrière. » Enfin, et donc c'est des moments compliqués. Donc on apprend beaucoup. Et puis il faut essayer de rassurer et en même temps d'expliquer les procédures. Voilà. Comment tu aurais réagi si ça s'était avéré vrai ? De la même manière, parce qu'on est tenu au secret.
mais en même temps, on ne peut pas ne pas informer l'ensemble d'une communauté scolaire sur voilà, des faits graves qui se sont déroulés dans l'école. Moi, je crois que ce qui est important en gestion de crise, on le voit dans d'autres organisations, il faut communiquer très vite, expliquer les limites aussi de la communication qui se déroule devant eux, parce qu'il y a un cadre judiciaire qui fait qu'il y a des informations qu'on ne peut pas partager, mais surtout, parfois, on n'a pas accès à ces informations. Et ça, pour des parents, c'est inimaginable. Inimaginable, parce que ce sont leurs enfants. Et donc ça, c'est vrai que c'est... Donc là, il faut faire... on fait appel aussi à des ressources propres, bien respirer, et puis ne pas être trop froid, trop distant par rapport à ce que peuvent vivre des parents en face, en tout cas le ressenti. Donc ça apprend beaucoup. On apprend beaucoup de soi-même et ça apprend aussi de la vie et que les messages qu'on peut envoyer, parce qu'il y a d'autres exemples, mais les messages qu'on peut envoyer peuvent être perçus très différemment selon les personnes. Bien sûr. Et ça, c'est vraiment quelque chose de challengeant un peu au quotidien. Le message que j'envoie, comment celui qui le reçoit, il va réagir. Comment il le reçoit positivement, comment il le reçoit pour avancer, comment il le reçoit pour s'interroger sur lui-même. Enfin, voilà, ça, c'est quand même un défi. La communication politique, et la communication tout court dans une entreprise, interne, externe, on a les mêmes sujets. Hein. C'est marrant parce que qu'on l'aime ou qu'on le déteste, parce que c'est un personnage très truculent, Nicolas Sarkozy. Mais je pense à plusieurs... Tu vois, je pense qu'il a cette force quand même, lui, de contact humain qui est assez extraordinaire. Où il raconte notamment 2 épisodes dans ses bouquins ou dans ses épisodes. C'est dans ses passages télé, c'est Human Bomb à Neuilly où il avait dû... c'est comme ça qu'il avait réussi à se mettre à la place de certains enfants pour une prise d'otage à quelqu'un qui menaçait de faire sauter une maternelle et qui du coup a un exemple de courage quand même assez particulier. Qui a marqué d'ailleurs la vie politique française. Hein. Ah oui, je crois que c'est très à l'américaine, c'est comme il est d'ailleurs lui. Et puis il y avait aussi le vol Malaysia Airlines, je crois, qui s'est planté dans le Pacifique, on n'a jamais retrouvé. Et il avait dû annoncer aux familles que cette fois-ci c'était terminé. En fait, on ne l'avait pas retrouvé l'appareil et qu'il n'y avait plus d'espoir. Et il raconte comment dans ces cas-là, il faut être à la fois d'une grande rigueur, d'une grande clarté. Il ne faut pas mâcher ses mots et en même temps essayer de donner le plus d'humanité possible tant le deuil est immense. Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé aussi d'annoncer le décès d'un proche à un fils, c'était sa maman qui était décédée dans un incendie. Parce que quand on est élu, on est d'astreinte la nuit pour être là au service des habitants. Et notamment à Paris, ce sont les incendies qui sont les moments les plus terribles et les plus importants, les plus graves. Et annoncer le décès, ça m'a frappé, ça m'a marqué, parce qu'il y a un moment de gravité. Ça, c'est vrai que ce sont des moments. Et puis, il y a des moments aussi où je me suis retrouvé, parce que tu vois, les souvenirs reviennent, à poil et sans filet. C'était un moment pendant le mouvement des Gilets jaunes, avec des moments compliqués dans l'arrondissement. On a été très, très touchés. Et je me suis retrouvé à un moment donné, boulevard Pereire, pas très loin d'ici, bloqué par des Black Blocs qui avaient décidé d'incendier une roulotte de chantier. Et on s'est retrouvé dans un guet-apens avec 2 collaborateurs, et on s'est retrouvé vraiment bloqué. Et là, on s'est dit, oula, il faut qu'on quitte le véhicule dans lequel on est, parce qu'on est pris en tenaille, quoi. Et ça a été un moment aussi un peu marquant, des moments aussi... où il a fallu aller soutenir des pompiers qui étaient en difficulté du côté du quartier de l'Étoile. Ça m'a beaucoup marqué. Les Gilets jaunes, cette période des Gilets jaunes, tous les samedis, où il y avait des populations qui étaient complètement, des quartiers complètement démunis et qui n'avaient plus de protection, qui se sentaient abandonnés alors qu'on était en plein Paris. Ça a été des moments aussi assez marquants, j'ai des regards de commerçants complètement effrayés par ce qu'ils venaient de voir passer, avenue de la Grande Armée, plus d'éclairage, plus rien, enfin des moments marquants. T'as peur de ne pas être à la hauteur dans ces moments-là ? C'est une peur qui vient ? Non, jamais. J'y vais avec humilité, on est là pour servir, donc quand il y a des moments de crise comme ça, on en a eu plusieurs, il faut être disponible. Il faut être au contact des habitants.
il y a toujours des petits services à rendre, même si parfois la peine est immense, les dégâts sont immenses, la sidération est immense. Il faut être présent. Il faut être présent et la présence humaine, elle a tout son sens. De toute façon, toi, tu es réserviste, hein, d'ailleurs, je crois, dans l'armée. Hein. Oui, réserviste citoyen de la gendarmerie nationale, oui, tout à fait. Donc, je suis engagé aussi. Ouais. Et c'est un trait commun, hein, assez fréquent quand même chez les hommes politiques locaux, je trouve, d'être réserviste. J'en ai vu plusieurs. Je pense qu'effectivement, c'est une question d'engagement, de don de soi, d'être là au service des gens, quoi. Oui, c'est le prolongement d'un engagement politique, hein, de service politique. Moi, j'ai aussi, pourquoi je suis réserviste citoyen, je me suis engagé dans la réserve, c'est parce que j'ai pas fait de service militaire. J'ai même pas fait une journée dans une caserne. Et c'est un de mes grands regrets. Je fais partie de la génération 97-99, exemptée par Chirac et par Jospin. Il y a 2 années. Et rien. Il n'y a même pas eu à l'époque, il y avait 3 jours. Après, il y avait une journée. La JAPD, La JAPD. Ouais. Rien de rien quand on est passé à l'armée professionnelle. Et donc, moi, c'était quand même un grand regret. Et donc, j'ai voulu, là, il y a quelques années, hein, c'est assez récent, redonner et recevoir aussi cet héritage que je n'ai pas eu. Moi, je suis passionné, évidemment, d'histoire, naturellement. Mais l'engagement, c'est important. Donc, moi, j'ai beaucoup de respect pour les forces armées, pour les forces de sécurité plus globalement. On a un arrondissement dans le 17e qui est sans doute le plus policier de France, hein, puisqu'on a la police judiciaire, le 36, qui était quai des Orfèvres, qui est maintenant au 36 Bastion, dans le 17e, au pied du tribunal de Paris. On a le tribunal qui a son propre commissariat, c'est pas rien. On a, nous, un commissariat d'arrondissement pour les 160 000 habitants, qui dépend de la préfecture de police et du ministère de l'Intérieur. Et puis, on a une caserne qui regroupe des unités un peu particulières, notamment la brigade anticriminalité de nuit de tout Paris, et puis diverses unités, compagnies d'intervention sur Bessières. Donc, on est l'arrondissement le plus policier. Et pour moi, c'est voilà, les gendarmes, les policiers. J'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'ils font. Ils sont pas assez reconnus, pas assez respectés, notamment les policiers, de plus en plus attaqués. Et voilà, pour moi, c'est très, très important. Je travaille très bien avec eux aussi au quotidien parce que même si je ne suis pas leur chef, on est évidemment l'autorité démocratique qui représente les habitants, qui fait le relais des doléances, qui priorise, qui aide aussi les forces de sécurité et les forces de l'ordre à agir au quotidien. On a aussi la chance d'avoir des pompiers de Paris, une grande chance. Qui est dans la rue juste à côté de chez moi. Ouais. Quartier général, ouais. Champéret. C'est aussi une très belle institution, évidemment, avec une dimension militaire qui est très importante si on veut avoir la permanence de leur intervention sur Paris, c'est-à-dire H24, comme on dit, eh bien, c'est grâce au statut militaire. Et c'est vrai qu'ils se battent aussi pour ça, parce qu'en Europe, il y a une volonté un peu d'harmoniser. Et eux, ils sont très attachés à ce statut militaire. Et nous aussi, les élus locaux. D'ailleurs, j'ai un de mes prédécesseurs qui a été le général qui a modernisé la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, le général Cassot, un type extraordinaire, évadé de guerre, avec une vie très romanesque, qui a été maire du 17e après avoir été nommé par le général de Gaulle à la tête de cette brigade qui aujourd'hui fait partie de l'élite mondiale des forces de secours incendie. Écoute, on les salue. Alors, en parlant justement de gens qui s'engagent et de gens qui sont parfois pas toujours soutenus par la population française, et des gens qui doutent, j'ai vu 2 sondages dont on va parler là, qui sont assez frappants. Le premier, c'est un sondage IFOP qui est paru en fin d'année dernière et qui dit que 55% des maires déclarent qu'ils ne souhaitaient pas se représenter en 2026. Alors, qu'est-ce que tu en penses et pourquoi, toi, tu y es allé quand même ? C'est vrai qu'il y a une crise des vocations sur l'engagement local, au plus près. Il y a toujours des candidats pour être député, pour président de la République, évidemment. Un paquet même. Un paquet. Pour être maire, oui, c'est une vocation. C'est aussi un sacerdoce, mais au bon sens du terme. On en retire des bienfaits. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus difficile. Et je pense à tous les collègues maires de communes plus petites, un peu plus isolées, sans moyens, dans des territoires où il y a moins de ressources et de coopération entre collectivités. Oui, je sais que c'est compliqué. Je sais que, à un moment donné, tout ça pour ça, la perte et la dilution des pouvoirs locaux, pouvoir d'action. Parce que quand on veut être maire,
c'est pour agir. C'est pour voir les effets d'une politique, d'une vision qu'on a sur le territoire, d'une manière de servir tous ces habitants. Eh bien, c'est vrai que là, on vit une crise de vocation. On est de plus en plus attaqué, hein, on est de plus en plus vilipendé, on est de moins en moins respecté. Les réseaux sociaux sont une caisse de résonance forte. On est harcelé, bien sûr. Et puis après, il y a la judiciarisation. C'est-à-dire qu'on vient vite chercher le maire dès qu'il y a un problème. Et donc, on attaque parce qu'il faut trouver un coupable. Et puis le maire, il est à portée de baffe, hein, comme on dit. Il est à portée d'engueulade. Et donc, c'est assez facile. Donc, c'est vrai que ça use aussi. Donc, moi, je suis reparti parce que j'ai réfléchi aussi, hein, parce que c'est un engagement lourd. Quand tu es maire tout le temps. Tu n'es pas maire uniquement de 9h à 18h du lundi au vendredi. Hein. Pas comme ça que ça marche. Hein. C'est H24. Je t'ai dit, il y a des astreintes la nuit parce que tu es aussi un maire qui protège. Donc, tu es un maire qui doit être présent. Donc, la proximité, la disponibilité, la réactivité, c'est ce qu'on attend d'un maire. Et donc, c'est vrai que moi, je me suis posé la question et j'ai encore l'envie de servir, d'accompagner l'évolution d'un arrondissement comme le nôtre, qui ressemble un peu à Paris, avec la grande diversité de ses quartiers, de ses habitants, de ses commerçants, des entreprises aussi qui viennent. Voilà, il faut avoir l'envie. C'est aussi un mandat physique. C'est-à-dire qu'il faut être en bonne santé. Hein, parce que comme vous êtes tout le temps sollicité, il faut avoir cette agilité intellectuelle, mais aussi physique, hein, pour tenir le coup. Donc, je comprends. Tu fais du sport ? Moi, je fais un peu de sport, mais pas assez. Tu vois, c'est un grand regret, pas assez de sport. J'aimerais lire beaucoup plus. Voilà, c'est une grande frustration, ça, la lecture. Alors, je me rattrape un peu l'été. L'été, j'aime bien avoir ma pile de livres. Je coupe mon email, je coupe WhatsApp s'il le faut, mais j'essaie de me déconnecter. Mais on a le droit, du coup, tu as le droit en tant que maire de te déconnecter, de prendre des vacances ? Je fais ce que je veux. Ça, c'est une question d'ailleurs que beaucoup me disent, mais vous pouvez le faire, vous avez le droit de le faire. Quand tu es maire, tu es un peu un entrepreneur. Donc, tu gères ton temps en fonction des priorités, tu t'accordes des répits, mais voilà, tu es un peu à ton compte. Hein. Personne ne va te dire, voilà, il faut que tu prennes des vacances. Donc, c'est vrai que là, ton entourage. T'as trop de congés payés. Ton entourage joue beaucoup. Moi, j'ai un cabinet, j'ai une famille, donc ton entourage, il dit, attendez, là, il faut faire reposer aussi tes équipes, mais il n'y a pas d'obligation. Moi, aujourd'hui, je suis maire, j'organise mon temps comme je le veux. Hein. Si je veux partir une journée, prendre l'air, je peux le faire. Voilà. Mais c'est comme un chef d'entreprise. Il a besoin de s'oxygéner, il a besoin de... Bon, le quotidien nous rattrape. Ça va être intéressant. Souvent. On va en parler juste après de ton organisation et de ton rôle de chef d'entreprise. Parce qu'en effet, je pense qu'il y a beaucoup de leçons de management à tirer d'une telle expérience. Parce qu'il y a des centaines de collaborateurs, il y a des millions de budgets. Donc, c'est très important. Et on va en parler juste après. Quand même, pour finir sur cette question de la difficulté de se représenter comme maire, tu vois. Donc, le deuxième sondage dont je parlais, c'est que j'ai vu ça sur Quotidien hier, ça m'a frappé. 50% des citoyens déclarent compréhensible d'invectiver oralement un élu aujourd'hui. Est-ce que ça te choque d'entendre ça ? Stop, accordez-moi 1 minute. Alors cette année, j'ai décidé d'accompagner en coaching 7 fondateurs d'entreprises pour développer leur entreprise, si possible en bootstrap, donc en s'autofinançant. Alors comment je fais ça ? J'utilise ma force unique qui est de connaître par cœur l'humain derrière le CEO, ce qui vous empêche de dormir la nuit et toutes les questions que vous vous posez. Parce que j'ai accompagné depuis 5 ans avec le club Bootstrap 150 CEO de boîtes entre 2 et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, je vais vous accompagner aussi sur mes forces à moi, c'est-à-dire la vente B2B, le personal branding, comment recruter et puis de manière générale, comment bien vous entourer. Et vous bénéficierez aussi de mon réseau. Donc, si ça vous intéresse et que vous avez envie d'avoir une petite conversation comme je les ai dans mon podcast, eh bien, pinguez-moi sur LinkedIn et je serai ravi qu'on échange et de voir si on peut bosser ensemble. À bientôt, Mathieu Leland. Ah oui, parce que la violence verbale, physique, elle est intolérable. Et une société ne peut pas se construire avec la désinhibition de la violence. On ne peut pas vivre dans une société violente. Mais on est dans une société qui se radicalise. Et parce qu'on ne se parle plus. Alors que les réseaux sociaux sont censés nous rapprocher. On rappelle. Mais on n'a jamais vu autant de personnes isolées qui ont une santé mentale très attaquée. Enfin, je veux dire, on voit bien l'isolement, la solitude
alors qu'on a des réseaux sociaux, des technologies qui sont censées nous rapprocher et nous relier. Ah oui, la place de l'humain, elle est clé. Et donc, ça, on voit bien, le Covid aussi a renfermé un certain nombre de nos administrés sur eux-mêmes. Et il y a des comportements de radicalité amplifiés par ce qu'ils peuvent voir à la télévision, ce qu'ils peuvent voir sur les réseaux sociaux, la fabrique d'une histoire, parfois à côté de la réalité. Ça, c'est des choses qu'on voit. Et donc, on a ces phénomènes de violence, d'hyperviolence. Toi, ça t'est arrivé de te faire invectiver directement, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit dans la rue ou... Physiquement, ça m'est arrivé, ouais. Il y a eu cette histoire de Black Bloc déjà, mais... Ouais, mais non, ça m'est arrivé à l'occasion d'une visite d'une brocante de quartier. J'avais demandé à une femme de retirer sa burqa. Alors, sur l'espace public. Et là, il y a des hommes qui se sont interpellés et qui physiquement se sont approchés de moi. J'étais un peu seul. Un ami qui était à mes côtés, qui s'est approché, mais j'ai senti physiquement le moment où ça allait potentiellement dégénérer. Voilà, ça m'est arrivé une fois, ce sentiment-là, d'être un peu à poil et sans filet aussi. Voilà. Et puis sur les réseaux sociaux, je suis régulièrement vilipendé. Là, je suis harcelé depuis plusieurs mois par un individu complotiste, complètement... Mais qu'est-ce qui t'écrit, quoi, par exemple ? Qui s'exprime, qui est... Incroyable. Ouais, un individu qui t'explique, qui explique à l'audience qu'il a sur quelques réseaux que le maire du 17e a volé de l'argent, que le maire du 17e ne mérite pas les indemnités qu'il a. Et donc, voilà, contribue en fait à finalement dégrader l'image de l'élu local. Et ça, tu peux pas faire grand-chose. Hein, parce que, en fait, Vous portez plainte ? On l'a fait avec plusieurs élus. Mais en fait, il y a une espèce d'impunité, donc tu peux te laisser... en fait, il y a parfois des petits malins qui ont compris qu'ils ne vont pas jusqu'au bout de leurs attaques. Voilà. Bon, ça fait partie... Du coup, ça reste dans le cadre de la liberté d'expression. On n'arrive pas, là, sur le cyberharcèlement, sur l'harcèlement, on n'arrive pas à le caractériser. Mais je ne suis pas le seul concerné. Hein. Voilà, bon, ça fait partie de l'engagement politique, il faut l'accepter. Certains ne l'acceptent plus, donc c'est pour ça qu'ils ne repartent pas. Ils disent c'est trop, il y a peut-être d'autres priorités. J'ai beaucoup donné, physiquement, j'ai peut-être moins la niaque aussi, je pense que c'est important. Voilà, il faut aimer ce qu'on fait, moi j'aime servir. Je sais qu'il y a il y a aussi des inconvénients. Voilà, quand on commence à toucher à ta famille, publiquement, parce que quand tu es une personnalité publique, tu es une personnalité publique, donc tu as des individus qui se sentent tout permis, en fait. Parce que tout ça, parce que tu es un personnage public, bien, on a le droit de dire n'importe quoi. Et par exemple, tu penses à quoi ? Non, mais tu vois, par exemple, j'avais un élu qui, sur les réseaux sociaux, a vu apparaître la photo de ses enfants et un commentaire en disant « il n'y en a plus pour longtemps ». Quelle horreur. Et ça, si tu veux, c'est un exemple. C'est un exemple. Et si tu veux, ça te renvoie quand même à, on fait de la politique, mais jusqu'où va la violence dans les mots, dans les écrits, et puis parfois la violence physique. Hein, on regarde le drame Quentin, de Quentin, là, ce jeune qui se fait lapider, lyncher et qui se fait assassiner par des individus haineux. Bon, ça doit nous faire réfléchir quand même. Quelle société on construit ? L'opposition systématique des uns aux autres qui est prônée, qui est utilisée par des partis politiques, voilà, elle mène à cela. Et c'est ça qui est très grave. C'est que les mots assénés par la violence des mots, ça amène à des drames et à opposer des débuts de guerre civile. Hein. Donc on a une responsabilité quand on est élu. Les mots qu'on emploie, ils ont un sens. Ils sont perçus, hein, je revenais sur ce qu'on disait tout à l'heure, ils sont perçus différemment suivant le récepteur. Hein. Oui, alors on dit dans la communication, moi je fais du coaching, donc tu vois, c'est un truc classique, mais on te dit que tu es responsable de 50% du message. Ils retiennent 10%. Voilà.
En tout cas, il faut envoyer le mieux beaucoup. possible. Et après, la réception, c'est la responsabilité de la personne. Si la personne se victimise, si la personne a un syndrome du bourreau, on l'agresse en permanence, tu peux rien y faire, malheureusement. Toi, ton boulot, c'est juste de l'envoyer le mieux possible. En effet, c'est un job de communication d'être maire. Et c'est compliqué, parce que tu as une grande diversité d'administrés. Ils ne se ressemblent pas tous, ils ne pensent pas tous la même chose, ils n'ont pas reçu la même éducation. Donc c'est un challenge. Tu te souviens par exemple d'une confrontation avec un citoyen où tu sens que la personne a très mal pris ce que tu lui as dit alors que c'était pas du tout ton intention ou... Des gaffes énormes. Un jour comme ça, dans une fête d'école, je salue les parents, je salue la directrice, les professeurs, les représentants de parents d'élèves qui avaient organisé une belle fête de fin d'année. Et puis en saluant les parents, je salue une maman. Et je lui dis, en la regardant, c'est pour bientôt. Et là, gros moment de gênance, comme dirait mon fils, puisqu'elle me dit, non, j'ai accouché il y a 3 mois. Et donc là, j'étais très très mal. Très très mal. Je me suis dit, là, c'est sûr, là, j'ai perdu la voix pour très longtemps. Bon, ça va. Elle aurait pu... Bon, et 3 mois, c'est normal, parce que tu peux quand même te planter. Mais t'es pas bien. Parfois, ça met un peu très plus très de temps à mal. revenir. Quelle idée, pourquoi je me suis dit, mais quelle idée, Oui, pourquoi je me suis bien sûr, lancé bien sûr. voilà. Oui, c'est aux gens d'annoncer dans ces cas-là, ça, c'est Et clair. tu sais, parfois, tu es enjoué, tu as envie de faire plaisir, de partager peut-être un moment joyeux. Puis, oui, mais à la limite, je vais peut-être te mettre des pieds dans le plat, mais je trouve qu'on est dans une telle société de la susceptibilité, c'est-à-dire qu'on est tellement à vif, notre ego est tellement plus important que tout le reste, il y a une individualisation à l'extrême là-dessus, que moi je trouve ça vraiment débile, si tu veux, que les gens se disent pas non mais il était maladroit, quoi, ça part d'une bonne intention. T'es objectivement pas en train d'essayer d'insulter quelqu'un, t'es juste en train d'essayer de partager un moment que tu penses être joyeux, il se trouve que c'est passé. Voilà, enfin, on peut pas, c'est comme quand tu dis, je sais pas, comment va ton papa et que imagine la personne a eu un accident, qu'est-ce que t'en sais? Bien sûr. Tu vas savoir. Bien sûr. On est gêné. Voilà, et c'est cette société-là de susceptibilité, quoi. Oui, et puis de l'instantanéité. C'est-à-dire que tu as des gens très agressifs parce qu'on n'a pas répondu dans les 24 heures, dans les 48 heures. Et ça, c'est quand même... c'est lourd, si tu veux, pour des élus. C'est qu'on a besoin d'expertiser, on a besoin de se renseigner, on a besoin de voir comment on peut répondre à un habitant sur une doléance, sur une demande. Mais la tolérance, le seuil de tolérance a baissé. On te laisse plus le temps de réfléchir aujourd'hui. Il faut la réponse automatique. Et donc, tu as une tendance à la consommation du politique. Voilà. Si je n'ai pas ce que je veux, je ne voterai pas pour lui. Si je n'ai pas ce que je veux à titre personnel. Et il n'y a plus cette dimension, qu'est-ce qui est bon pour le collectif? Qu'est-ce qui est bon pour créer une cohésion sociale? Non, le collectif a disparu. Ça, c'est quelque chose de très fort qui est partagé par tous les collègues maires. Et nous, notre rôle, c'est justement de garder cette cohésion, de célébrer la cohésion, de faire en sorte que les habitants vivent mieux, qu'il y ait une qualité de vie qui permet à des enfants de se développer, de se projeter un avenir dans nos quartiers. C'est ça le rôle du maire. Et puis protéger, je te l'ai dit, et puis attirer, développer, créer de la valeur, indirectement ou directement. C'est quoi les demandes les plus saugrenues auxquelles tu fais face à la part de concitoyens? Tu sais, les sujets d'espace public, on a des spécialistes, des habitants, si tu veux, qui sont les yeux rivés sur le trottoir, autour de chez eux. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils vont t'écrire, ils vont s'insurger, ils ne comprennent pas qu'il y a un certain nombre d'incivilités qui perdurent, et on peut les comprendre. Et ils pensent qu'il n'y a pas d'action. Donc, ils essaient aussi de s'auto-persuader que le politique, il n'agit pas, parce qu'ils voient toujours la même incivilité en bas de chez eux. Ça peut être un commerçant, ça peut être un restaurateur, mais il y a de l'action. Il y a de l'action des services publics. Il y a de la verbalisation, mais ce n'est pas parce qu'il y a de la verbalisation que le restaurateur... par exemple, comme je pense je pense à des restaurateurs qui respectent pas des horaires liés à leur terrasse estivale à Paris, ou qui laissent une terrasse pourrir sur l'espace public. J'ai des gens complètement ulcérés par ça. Alors, ils reçoivent des PV,
Mais vous avez les habitants qui voudraient qu'on soit dans un pays très autoritaire, pour certains, et qu'on enlève tout ce qui gêne sur l'espace public. Ça peut être aussi des sans-abri. Voilà, ça peut être aussi des sans-abri. T'expliques qu'ils n'ont pas payé des impôts pour voir un clochard faire la manche au pied d'une grande enseigne de la distribution, tu vois. Et donc quand on parlait du seuil de tolérance, il y a vraiment des sujets... et donc les détails parfois. Donc, on a des demandes totalement dingues. On a des trucs dingues. Mais voilà, on est au service de tout le monde. Donc c'est vrai que le maire, on dit, c'est un peu l'assistante sociale du territoire. Ouais, aussi, ouais. On est là aussi pour montrer une présence. On est souvent la seule personne que les administrés peuvent contacter sur tous les sujets, Mathieu, sur tous les sujets. Sujets perso, sujets de voisinage, sujets de transport, sujets de santé, sujets, je peux t'en donner, mais... Et donc, même si on n'est pas compétent au sens administratif et politique pour changer, on est accessible. Ils ont un problème avec leurs impôts, ils ont un problème avec la CAF, ils ont un problème avec leur opérateur télécom. On est sollicité sur tout. Et bon, alors, il faut être organisé pour bien répondre. Et puis, moi, j'ai une équipe formidable qui est capable, on est capable de répondre sur tous les sujets. Après, répondre, c'est pas forcément donner une réponse positive. Oui, positive ou accéder à une demande. Et c'est là, parfois, sur le marché, monsieur le maire, je vous ai écrit plusieurs fois. J'ai dit oui, très bien. Alors moi, là, j'ai une technique, c'est que mes mails, je les ai sur mon smartphone. Ce n'est pas délégué à une assistante. Donc, je dis, monsieur Leland, m'a écrit, on va regarder. Ça m'est arrivé hier sur le marché Berthier. Ah, je vous ai répondu. Vous ne m'avez pas dit que vous aviez répondu. Je ne vous ai pas permis d'avoir la réponse. En tout cas, vous n'avez pas eu une réponse à laquelle vous attendez. Mais vous avez eu une réponse. Et je vous ai expliqué pourquoi. Donc, tu vois, il y a quand même parfois un peu de mauvaise foi. Bien sûr. Hein, on tente le coup. Mais surtout, les gens se disent qu'en effet, tu réponds. Donc, toi, tu réponds à tous tes mails. Ah, je réponds à tous mes mails. Parfois, j'ai des collaborateurs qui prennent le relais, mais je réponds beaucoup en direct. Ouais. Parce que ça te permet de garder le pouls. Vous savez, tu sais, il y a des chefs d'entreprise qui font la même chose. Xavier Niel, tu lui envoies un mail, il te répond. Exactement. Et moi, je l'ai fait. On l'a tous fait, je crois. On l'a tous fait. Des fois, c'est mais c'était même pas pour un problème. Non-smiley. Mais, oui. mais je pense que c'est la base. Bien sûr. Sinon, tu te déconnectes vite. Alors, c'est quand même du boulot, parce qu'il faut les traiter. Hein, tu as 200 mails par jour. Bon, il faut les traiter. Mais je crois que c'est très important pour être en prise avec ce qui se vit dans l'arrondissement. Donc ça, pour moi, c'est clé. C'est parfaite transition pour... donc là, on a bien compris ton rôle de maire. Alors, pour comprendre vraiment cette question même de management qui est assez intéressante, donc il y a combien de collaborateurs dans une mairie comme le 17e, par exemple ? Alors, tu as plusieurs choses. Tu as d'abord les agents qui interviennent du service public parisien qui interviennent sur le 17e. Hein, c'est un peu plus de 2000 agents dans le 17e, répartis sur différents sites en fonction des différentes directions, les espaces verts, la voirie, les crèches... une partie des activités périscolaires. Voilà. Et puis après, le maire, il a un cabinet, comme les ministres ont un cabinet, mais c'est valable aussi partout en France. Donc des collaborateurs qui ne sont pas forcément des fonctionnaires, mais qui vont t'aider à travailler avec l'administration, qui vont t'aider à répondre à tes administrés, à faire avancer les dossiers, hein, et qui ont une dimension plus politique. Voilà, là, j'ai un cabinet d'une 15aine de personnes. À temps plein. À temps plein, bien sûr, que je recrute avec un directeur ou une directrice de cabinet, avec un chef de cabinet qui s'occupe de l'agenda, et puis après, avec des chargés de mission thématiques, urbanisme, commerce, enfance, tous les sujets, je sais pas, monde combattant, etc. Et donc, sur tous ces sujets, il faut, voilà, tu balayes avec tes collaborateurs tous ces sujets. Ils font le lien avec l'administration. Et donc, à la mairie, j'ai aussi une direction générale des services avec des responsables territoriaux qui font le lien. Et donc, moi, je réunis tous les mois mes responsables territoriaux, le directeur général des services et les membres de mon cabinet pour que les informations soient fluides, qu'on avance sur les projets ensemble et qu'on communique ensuite aux administrés le fruit de ces décisions que je prends, ces arbitrages que je rends
pour faire avancer l'arrondissement. Et c'est. Là, je t'ai expliqué un peu le fonctionnement. Ouais, mais c'est intéressant parce que je pense qu'il y a peu de gens qui comprennent comment ça se passe exactement. C'est quoi le job d'un maire, comment il manage une équipe. Bon, tu vois, une quinzaine de personnes. C'est l'interne, ça. C'est un dirigeant de PME, hein, tu vois, petite PME, mais c'est. Il faut manager, hein. Donc, ouais, bien sûr. Plus, du coup, 2000 personnes qui sont, donc, si j'ai bien compris, qui sont liées à la ville de Paris et qui interviennent dans le 17e, mais que tu peux manager indirectement sur différents sujets. C'est ça, en fait. Je nomme d'ailleurs un certain nombre de responsables territoriaux. C'est le maire qui va nommer le responsable de la, par exemple, tu vois, ça peut être des espaces verts, tu vois, ça peut être. Donc le maire a cette fonction de choisir les responsables. Après, sur le management opérationnel, c'est pas le maire qui va le faire. Il s'appuie sur ces cadres techniques, si tu veux, ces cadres territoriaux. Qui vont faire avancer la marmite. Moi, ce que je demande en tant que maire d'arrondissement, comme d'autres, c'est davantage de pouvoir sur le management opérationnel par exemple, des ateliers de propreté qui sont déconcentrés au niveau de l'arrondissement pour avoir la main sur le chef d'atelier, pour pouvoir avoir une politique plus cohérente où j'ai la maîtrise des dotations budgétaires, donc les moyens. Je peux les affecter sur du matériel, je peux les affecter sur de l'humain pour obtenir un résultat qui correspond aux attentes locales. Par exemple, nettoyer un quartier, c'est ça ou c'est quoi? Oui, ou prioriser. Par exemple, tu sais, avec la donnée, on a maintenant pas mal d'informations. Il y a un outil qui s'appelle Dans ma rue qui permet des signalements aux habitants. Bien sûr. Ça, c'est de la donnée que nous avons, qui nous permet de voir sur le territoire, sur l'arrondissement, où on signale le plus d'incivilités, de problèmes, par exemple, de propreté. Eh bien, ça permettrait d'être beaucoup plus proactif dans les moyens qu'on alloue pour réduire les incivilités sur tel ou tel quartier, telle ou telle rue, telle ou telle avenue. Et ça, on n'a pas la main sur la dotation financière, budgétaire, et sur les moyens humains qu'on peut y affecter. Tu vois. Ça, c'est ce que je demande. C'est-à-dire confier au maire d'arrondissement le pouvoir de management direct des équipes de propreté. Mais ça paraît être une évidence, hein. C'est cette espèce de vieille centralisation française. Parisienne, surtout. Parisienne, mais bon, c'est... Jacobine. Jacobine, quoi, voilà. Et donc, tout le pouvoir doit venir du pouvoir central, et du roi, et du président, et puis des ministres. Et du maire de Paris. Et du maire de Paris, mais c'est extrêmement dommage, parce qu'en effet, il n'y a personne de plus qualifié que... C'est comme dans une organisation avec plusieurs milliers de salariés. Il faut que les gens qui soient au contact du client direct puissent prendre des décisions, sinon tu t'en sors pas, quoi. C'est le principe de la subsidiarité. Mais oui, c'est agir au plus près, quel est l'échelon le plus pertinent pour répondre aux besoins et fournir un service de qualité. Et dans l'armée que tu connais bien, d'ailleurs, il y a un grand principe de subsidiarité. Moi, j'avais reçu un événement, un ancien commandant du porte-avions Charles de Gaulle, qui est un événement qui est cartonné avec les entrepreneurs, qui nous expliquait que quand tu es sur un porte-avions avec 2000 hommes, ouais. le type, et que tu as un Rafale qui atterrit à 800 km/h, il a 3 secondes pour atterrir. Mais c'est pas le commandant de bord qui va dire quoi faire aux types qui sont en bas. Si le gars qui est en train de sortir les poubelles, il n'est pas autonome sur le fait qu'il ne faut pas le faire quand il y en a un Rafale qui atterrit, parce que sinon ça attire des goélands, et que le gars il peut se cracher dedans, mais c'est véridique, tu vois. Donc le type il doit être responsable. Pareil, le gars qui fait les signaux en bas, il faut qu'il soit lui-même autonome sur sa fonction, quoi. Donc l'armée, qui est un truc très hiérarchique, en réalité, c'est des exemples pour aussi beaucoup de subsidiarité, de délégation et d'autonomie et de ouais. responsabilité. Et je pense qu'on a besoin de cela à Paris, dans l'administration parisienne. Ouais. On a bureaucratisé, on a perdu 120 000 habitants en une dizaine d'années et on a augmenté le nombre de fonctionnaires. Cherchez l'erreur. Est-ce qu'on a la même qualité de service? On a moins d'habitants, on devrait avoir un service de qualité avec le même nombre de fonctionnaires qui sont quand même là pour... proposer un service public local de qualité dans tous les quartiers uniformes. Bon, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Bon, ça, c'est un sujet plus politique, mais moi, ça m'habite. L'expérience dans le privé, tu vois, l'expérience d'accompagner des créateurs d'entreprises, ça me sert tous les jours. Le fait d'avoir travaillé dans une PME, d'avoir été un cadre de direction, moi, ça me permet de bouger aussi l'administration dans le management, dans les pratiques. Alors c'est différent. Au début, tu te percutes avec, pas un mur, mais avec des habitudes, des acquis, une mentalité différente. Mais il y a de la bonne volonté partout. Il y a la volonté de servir.
il y a la volonté d'être performant dans le service public parisien. Moi, je crois qu'il n'y a pas de fatalité à ça. Par contre, je crois que parfois, il faut un peu changer les méthodes, s'inspirer de ce qui se fait dans le privé, sans calquer complètement les principes d'action, parce que les gens sont différents, les cultures sont différentes. Mais par exemple, tu vois, dans le privé, tu as un collaborateur qui ne performe pas ou un collaborateur toxique, tu peux le virer concrètement. Toi, tu peux pas virer un collaborateur. Non, Si. tu peux. Alors, un collaborateur de cabinet, c'est différent parce que c'est des contrats qui sont quand même liés à la personnalité du maire et son lien avec son collaborateur, qui est un lien de confiance. Donc, c'est très différent, les collaborateurs et collaboratrices de cabinet, des agents. Les agents qui sont évidemment de la fonction publique territoriale, là, évidemment, tu ne peux pas virer les gens comme ça. Donc ça, c'est une donnée que tu dois prendre en compte. Après, ce n'est pas parce que tu ne peux pas prendre des mesures et des sanctions sur des agents qui n'ont pas fait le job ou qui ont même commis des fautes qu'il ne faut pas faire appel à l'autorité et au rappel des règles. Parce qu'il y a des règles déontologiques, il y a des règles professionnelles. Voilà. Il faut assumer ses responsabilités. Donc toi, tu peux faire des remontrances à tel ou tel agent si tu te rends compte qu'il a mal fait son job. Oui, mais ça, je vais le faire. Tu vois, c'est pas le rôle du maire de le faire en direct. Pour ça, le maire ou la maire a un directeur général ou une directrice générale des services qui est chargé de rappeler un certain nombre de principes très importants qu'ont les agents du service public territorial. Et c'est valable pour les agents d'État comme pour les agents des collectivités locales. Le devoir de réserve, la neutralité et le travail bien fait. Parce que c'est aussi la performance publique, la performance locale, c'est pas un gros mot. Voilà, il n'y a pas de fatalité à avoir des services qui sont dans l'à peu près, pas du tout. Et il y a une volonté d'ailleurs, c'est plus intéressant d'ailleurs, de fournir un service de qualité et de s'améliorer. C'est valable dans toutes les organisations, publiques et privées. Non, mais c'est vrai, les gens ont l'impression que les fonctionnaires n'ont pas envie de bosser, mais c'est faux. C'est faux. Ouais, c'est faux. Moi, je vois beaucoup de... C'est une question de management, d'embarquer sur une vision finalement, et finalement donner du sens à la mission. Tu vois, l'intelligence artificielle qui arrive aujourd'hui dans les villes, c'est une révolution pour les agents. Et les agents aujourd'hui s'approprient l'intelligence artificielle. Ah ouais ? Moi, j'ai une casquette de vice-président à la métropole du Grand Paris. Je vois les agents avides de découvrir des solutions d'innovation pour proposer un nouveau service à leurs habitants, pour moderniser des pratiques administratives internes, pour alléger la bureaucratie dont ils sont aussi victimes. Et ils souffrent parfois aussi des procédures qui ont été rajoutées, parfois par le législateur, bien éloignés des réalités locales. Les parlementaires, notamment députés, qui aujourd'hui ont plus du tout d'ancrage locaux. Et donc, ils sont déconnectés et nous compliquent la vie. Et ça complique la vie de nos agents et nos fonctionnaires. Les députés compliquent la vie des maires ? Ils nous empilent les lois tous les 4 matins. Tu veux refaire une rue, alors il va falloir que tu regardes les derniers textes en vigueur, qui sont parfois des transpositions aussi de circulaires européennes. Ça peut être sur les voies cyclables, ça peut être sur les normes de sécurité incendie, ça peut être sur l'accessibilité pour les personnes porteurs d'un handicap, ça peut être sur le fait que tu débutimes le trottoir et que tu puisses aussi oxygéner une ville dense comme Paris. Tu as des règles, tout ça se rajoute et puis alors ça change. Donc nous, en fait, les maires, on doit gérer au mieux des contradictions législatives. Tu as vu, on a eu combien de premiers ministres, combien de gouvernements là, depuis quelques années. Ils ne sont pas allés tous dans le même sens ces dernières années. Mais derrière, ils ont quand même produit des lois. Et les lois qui se percutent entre elles, qui disent parfois tout et son contraire, où il faut essayer de discerner. Et donc nous, les maires, on doit expliquer à nos habitants que ce qu'ils voient en bas de chez eux, ce qu'ils voient dans le quartier de l'arrondissement, ce n'est pas complètement la décision du maire, c'est aussi le fait qu'il doit appliquer la loi, le maire. Et la loi, elle s'applique sur plein de sujets. Je parlais de l'espace public, mais ça peut être sur d'autres sujets plus lourds, dans le médico-social, par exemple. Mais comme on dit, je vais employer un mot un peu vulgaire, mais ça ne te fait pas péter un câble
par moment, tu vois, de te sentir impuissant, de pas pouvoir bouger un truc qui te semble, en fait, je sais pas, le bon sens. Qu'est-ce que peut-être tu penses à un exemple de truc comme ça qui te rend fou, où tu te dis, mais j'aimerais tellement pouvoir faire bouger quelque chose, mais en fait, c'est impossible, c'est pas dans mes moyens. Alors, sincèrement, je suis frustré parfois que ça aille pas assez vite. Dire que l'action, la parole, la demande que j'ai formulée ne produira aucun effet, j'avoue que j'ai pas ce sentiment-là. Parce que je sais qu'il y a des champs d'intervention où j'ai pas de poids. Donc, j'ai pas envie d'être frustré. Donc, je vais pas vers la voie où je sais que je vais être frustré parce que mon pouvoir d'action est égal à zéro. Mais je suis frustré dans le temps de réaction. C'est-à-dire que je comprends l'impatience de nos administrés qui veulent tout de suite, qui veulent la réponse tout de suite, qui veulent la réponse pour eux favorable. Et ça, je trouve que parfois, il y a un décalage avec l'inertie voilà, d'une organisation, d'une administration publique qui n'a pas le même rapport au temps que l'élu qui, lui, doit répondre en permanence. Et de quoi tu es le plus fier depuis que tu as été maire? Depuis que je suis maire, ce dont j'ai été le plus fier, c'est par exemple d'aider des... J'ai un exemple là, qui me vient. C'est une commerçante qui avait besoin d'aide pour obtenir un prêt bancaire dans le cadre de l'achat de son fonds de commerce. Et je lui ai dit, je vais te faire une lettre, je vais t'aider. Je sais pas ce que ça... Et ça lui a permis d'avoir son prêt bancaire, parce que le maire avait fait une petite lettre de soutien. Bon, je n'ai pas mis un copec dans l'affaire, hein, je te rasse. Voilà, je n'étais pas intéressé au sens financier, mais j'ai voulu l'aider. Et elle me l'a toujours redonné, en reconnaissance, en gratitude. Et tu vois, ce n'est pas une compétence que j'avais, mais c'est ça le maire. Le maire, il était à l'écoute, il épaule, on pense à lui pour plein de sujets, et puis ça transforme une vie. Elle est propriétaire maintenant de son fonds de commerce, elle a développé une activité de traiteur. C'est une femme entrepreneur, commerçante, je l'ai dit, maman solo avec un enfant qui se barre. Ça fait plaisir. Tu vois, tu te dis que tu sers à quelque chose. Et toi, j'ai pas mis 1 euro, ça n'a pas coûté grand-chose, mais ça lui a permis d'accéder, ça a permis de convaincre un partenaire bancaire que son projet il était aussi reconnu par l'élu local qui est le maire. C'est beau, j'aime bien. Et à l'inverse, de quoi tu es le moins fier? Le moins fier, je sais pas si je suis moins fier. J'ai pas d'exemple où j'ai des déceptions, j'ai des... Une déception peut-être dont tu peux parler, un truc qui te vient Non, j'ai pas de... Ça me vient pas là, mais j'ai pas Non, c'est... je te... Oui, c'est... Je suis peut-être moins fier de ce qu'on peut changer. Enfin, comment dire ça? Tu vois, sur le logement social, la dégradation de l'habitat, la dégradation des conditions de vie. J'ai encore visité il y a quelques semaines dans une rue du 17e un logement extrêmement insalubre. J'ai vu ton post sur Et Instagram. si tu veux, c'est pas la première fois, hein, et laisser les gens, laisser des habitants au XXIe siècle dans des conditions d'insalubrité avancées, ça, je suis pas très fier de moi, mais aussi de finalement des institutions qui sont censées agir. Là, c'était dans du logement social, une famille vraiment voilà, dans un habitat totalement indigne. Et le côté Jean Foutiste du propriétaire municipal, un bailleur, qui laissait cette famille dans cette situation. Ça, j'avoue que je me sens pas responsable directement, mais finalement, je me sens responsable. Parce que finalement, on éloigne encore plus finalement le politique de l'administré quand on voit les conditions de vie de certains de nos administrés qui devraient être mieux pris en considération, devraient être plus à l'écoute. Et on voit qu'en fait, il y a un délitement aussi. Délitement des préoccupations finalement basiques. Là, c'est l'habitat, c'est le logement. Et cette détérioration des conditions de vie, elle est dans l'habitat social. Moi, c'est quelque chose dont je ne suis pas très fier, mais j'ai une responsabilité
évidemment qui n'est pas total, hein, mais quand même, au XXIe siècle, laisser les gens dans ces situations, c'est inadmissible. Ouais, c'est important d'en parler. Quelle est la plus grande leçon de management, tu vois, peut-être même juste de leçon générale que tu tires de cette expérience de maire depuis 2017 maintenant? Donc ça fait 9 ans. La leçon de management, c'est qu'il faut recruter autour de toi des profils engagés, passionnés et que tu admires. Moi, j'aime bien recruter des profils qui sont, que j'estime être plus intelligents que moi et qui vont m'apporter des choses que je ne maîtrise pas. Et je pense que ça, c'est une leçon un peu que je fais, c'est que pour être bien entouré, il faut, pour élever le niveau, pour te faire grandir aussi dans le mandat que tu exerces au service des administrés, il faut aller chercher des ressources, des compétences, des profils, des parcours différents. Tu admires, quelque part que tu admires. Parce qu'ils ont une qualité que tu n'as pas, parce qu'ils ont une vision que tu n'as peut-être pas forcément, une aisance que tu n'as pas, une facilité à entrer en contact avec tel ou tel opérateur, partenaire, institution, etc. C'est une bonne leçon. Enfin, tu vois, moi j'ai reçu Serge Trigano il n'y a pas longtemps, qui a un super épisode. C'est le fils du fondateur du Club Med. Et lui s'est fait virer par son board en fait au bout de... Il a 24 ans qu'il bossait, hein, et dont 4 ans à la présidence du club à la suite de son père. Ouais. Mais le Club Med appartenait déjà aux Chinois en fait. Mais c'est déjà, ouais. Et ils sont changé de main. Ouais. Ouais, c'était mi les Chinois, mi la famille Agnelli, je crois. Il s'est fait dégager du jour au lendemain. Et il dit tous ses collaborateurs lui ont tourné le dos du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Et il me dit ce que j'ai retenu de ça, c'est qu'en fait, il ne faut pas s'entourer de béni oui-oui. Il faut s'entourer de gens qui te contredisent, des gens qui sont meilleurs que toi, des gens qui sont capables de challenger, mais en qui, du coup, il y a une vraie relation de confiance. S'ils sont là toujours à te dire oui, merci beaucoup, en fait, et qu'ils ont été en plus pas forcément placés par toi, parce qu'il y avait une question d'actionnariat qui décidait d'autres choses, donc ils pouvaient bien, mais c'est la plus grande erreur que j'ai faite. Ne pas essayer de nettoyer ça, du coup, de garder le contrôle, quoi. Ouais, moi, je pense que ça, c'est important parce que ça te fait grandir et que si tu veux progresser aussi politiquement, c'est bien d'avoir autour de toi des serviteurs, des collaboratrices, des collaborateurs qui croient en toi et qui croient que ce qu'ils peuvent apporter va te faire grandir. Voilà. C'est une aventure collective, la politique. Ouais, tu fais pas de la politique seule. Moi, j'ai rencontré des femmes politiques qui m'ont donné envie de m'engager, qui m'ont montré ce qu'était l'engagement politique au plus près. Françoise de Panafieux, qui a été maire, qui a été ministre, mais surtout Brigitte Custer, qui m'a mis le pied à l'étrier en 2008. J'avais un job et le week-end, moi, j'allais sur les marchés quand d'autres allaient au golf ou allaient à la chasse ou allaient faire du sport tout le week-end. Bon, moi, j'allais sur les marchés pour convaincre qu'il fallait à l'époque voter pour elle, parce qu'elle a tenté d'être députée. On a fait plein de campagnes qu'on a perdues, mais j'ai découvert la relation humaine et surtout ce sens du service politique au plus près, avec un sens féminin qui est un peu différent des hommes. Et moi, je pense que je suis aujourd'hui maire du 17e que grâce à des femmes qui m'ont donné envie de continuer. Sinon, j'aurais pu continuer ma carrière professionnelle classique. Non, ça m'a donné envie et m'intéresser au conseil de quartier, m'intéresser finalement à la vie des autres et d'être ce passeur qui permet de vivre un peu mieux, de se projeter. Donc ça m'a beaucoup marqué. On est toujours fille et fils de quelqu'un en politique. Croire qu'on y arrive tout seul, ça n'existe pas. On a toujours eu quelqu'un qui t'a mis le pied à l'étrier. Et moi, je crois beaucoup à cette transmission. Ce sont des valeurs pour moi très importantes. Dans la continuité, mais évidemment, tu apportes par ta personnalité, par ton parcours, par ton éducation, par ce que tu as reçu, une autre manière de faire. Mais dans une continuité, dans une histoire enracinée. Et ça, c'est pour moi aussi très important. Savoir d'où on vient pour pouvoir mieux servir. Ça sera intéressant qu'on parle dans la dernière partie un peu des gens que tu as rencontrés, parce que je pense que tu dois avoir plein d'anecdotes assez incroyables sur les dessous de la politique et sur les gens qui t'ont inspiré, peut-être aussi ceux qui t'ont moins inspiré. Donc on y reviendra à la fin, là, dans les dernières minutes. Sur le maire comme soutien aux entreprises, je me suis posé cette question qui est déjà... Tu m'as dit tout à l'heure, il y a 120 000 personnes qui ont quitté Paris en 10 ans, donc c'est quand même assez l'équivalent du
Premier, deuxième, troisième et quatrième arrondissement, ce qu'on appelle Paris-Centre, le secteur Paris-Centre. C'est... Vidé, tu imagines, plus d'habitants. Oui, parce qu'en fait, c'est du Airbnb, c'est des... Voilà, c'est Plus d'habitants. Tu imagines ce secteur-là, il n'y a plus d'habitants. C'est ce qu'on a connu en décrue de population depuis une dizaine d'années. Et on nous dit c'est formidable. Il y a moins d'habitants, c'est mieux. On est moins nombreux, on est moins tassés, etc. Je trouve que c'est un mauvais signe. Ça veut dire qu'il y a un désamour, alors qui peut s'expliquer de différentes manières, par rapport à la politique menée par l'exécutif central et l'équipe d'Anne Hidalgo qui a succédé à celle de Delanoë, et puis aussi peut-être lié à la qualité de vie en ville, plus globalement. Et donc ça y contribue, une politique qu'on n'apprécie pas, évidemment, elle a des conséquences sur notre cadre de vie. Tu vois, et ça, c'est majeur. Est-ce que tu penses que Paris est toujours une ville pour réussir, que pro-business, tu vois, en particulier, mais aussi une ville pour réussir, selon toi? Je ne veux pas faire du Paris bashing. On a une ville formidable pour réussir. Bon, il y a quand même des freins. Il y a quand même des choses sur lesquelles on pourrait libérer les énergies. On pourrait proposer aux entrepreneurs d'être dans un écosystème valorisant où on fait se rencontrer les acteurs qui ont envie d'innover, qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie de créer de la richesse, qui ont créé de l'emploi et faire avancer le territoire. Je trouve que on est un peu toujours à Paris dans les mêmes schémas et qu'on manque un peu d'esprit d'initiative, d'esprit d'innovation. Même s'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui croient encore en Paris. Mais je trouve qu'on a besoin d'un nouveau souffle entrepreneurial. Qu'est-ce qu'on peut faire, selon toi, au niveau local notamment ? Je pense qu'il faut déjà montrer l'exemple. Quand on est à la tête d'une commune comme Paris, capitale européenne, capitale mondiale, capitale de la France, eh bien, travailler avec des entreprises. Moi, j'essaie de le faire à mon humble niveau, c'est travailler en alliance entre le privé et le public. Pourquoi ? Parce que le public ne peut pas supporter tout seul. Et que les entreprises, elles sont de plus en plus engagées dans une responsabilité sociale territoriale, qu'elles ont envie de redonner, d'engager leurs salariés aussi sur l'environnement autour de l'entreprise physique, et puis sur des causes sociales, environnementales, qui ancrent et qui donnent de la valeur aussi à l'entreprise. Et donc je crois beaucoup à l'alliance publique-privée, en évitant évidemment les impasses déontologiques, conflits d'intérêts, etc. Mais c'est possible. On a l'impression que travailler avec une entreprise, quand tu es une collectivité, tout de suite, tu as un intérêt financier. Pas du tout. Il faut le dire à beaucoup d'élus aussi. Parfois, moi, ma casquette métropolitaine me permet de le faire sur l'innovation. Je rapproche des startups, des grands groupes, de collectivités qui veulent accueillir de l'innovation pour améliorer la vie des administrés. Et je vois ça fonctionne. Parce que quand tu fixes un cadre, tu fais un appel à candidature pour les startups, pour les grands groupes, pour des associations aussi qui ont de l'innovation à apporter. Et puis tu fais un appel à projet pour que les maires te disent moi j'aimerais bien bénéficier de telle nouvelle innovation sur un quartier qui est un peu en déshérence. Eh bien on arrive à matcher ça. On a fait donc quartier métropolitain d'innovation. Eh bien ça fonctionne. Et moi je crois que si tu veux, pour recréer une dynamique à l'échelle parisienne, il faut aussi montrer l'exemple. On ne peut pas uniquement... Et puis, il faut arrêter aussi de materner les entreprises. Elles sont grandes et responsables. Il faut leur faire confiance. Quand elles ont des bonnes idées, il faut les accueillir. Il faut arrêter de les infantiliser aussi. Il y a plein d'entrepreneurs qui ont envie de faire beaucoup de choses. Je crois beaucoup que l'entrepreneuriat permet de changer une ville aussi. Parce que il y a cette conscience sociale, au bon sens du terme, dans beaucoup d'entreprises, de nouvelles entreprises qui se créent. Et pour ça, il faut que les acteurs politiques ils soient ouverts à ça. Alors, quand ils ne connaissent pas le monde de l'entreprise, c'est compliqué. Parce que tout de suite, ils disent « Oh là là, je ne maîtrise pas. Puis si je me plante avec telle entreprise sur un nouveau service que je veux donner, ça va me retomber dessus, je vais perdre les élections après. » Bon, tout ça est un peu daté. Moi, je fais un travail justement d'acculturation sur l'innovation, sur la digitalisation, sur ce qu'apporte l'IA, par exemple, aux communes, auprès des maires, auprès des agents. On forme les agents sur ces sujets-là. On les forme aussi à la gestion de projets. On les forme aussi aux impacts environnementaux, les risques aussi et les défis de la ville, parce qu'il faut ouvrir en s'appuyant sur des experts qui viennent du secteur privé. Voilà, il ne faut pas avoir peur de cela. C'est intéressant que tu dis ça, parce que
Je pense que la déconnexion entre le politique et l'entreprise en particulier, parce qu'on ne va pas parler du politique et des citoyens, parce que c'est encore un sujet plus large, mais il y a eu un coup de gueule récemment d'un député dans l'hémicycle qui dit mais 95% des gens de cet hémicycle, ces hémicycles n'ont jamais créé d'entreprise. Et si tu regardes les ministres... C'est comment ? C'est Julien Dive. Peut-être, ouais, Julien Dive, exactement. Député de l'Aisne. Député de l'Aisne, on le salue. Et il disait aussi, voilà, j'ai regardé, mais je crois que c'est 10 ou 15% des ministres qui ont déjà mis les pieds dans une TPE ou une PME, tu vois. Ça me semble même avoir créé une entreprise. 10 ou 15, dans les 10 ou 15% dans les TPE, PME. Mais comment est-ce qu'ils peuvent comprendre ce monde en n'ayant jamais foutu les pieds dedans, tu vois, c'est pas possible, en fait. Il y a un problème quand même là, non ? Alors, ils vont te dire, on fait une journée, 2 journées dans une entreprise. C'est pas tout à fait la même chose que d'avoir travaillé dans une PME, d'avoir répondu à des exigences d'une organisation d'entreprise, que d'aller 2 jours en stage. Oui, c'est... Moi, quand j'entends ça, tu sais, me dis, oui, les élus, vous connaissez pas le monde d'entreprise. Bon, très bien, soit. Mais moi, j'ai envie de dire aux entrepreneurs, engagez-vous ici. Tu vois, parce que c'est bien, mais moi, tu vois, je viens du secteur privé. J'ai aussi fait un choix de réduire mon temps de travail progressivement quand j'ai pu accéder à un certain nombre de responsabilités, parce que je voulais bien faire les choses, et donc je voulais être en vérité aussi et en cohérence. Tu ne peux pas assumer un job à plein temps dans le privé et avoir un mandat local. Il faut à un moment donné que tu y consacres du temps. Ça, c'est intéressant parce que les gens ne savent pas. Mais toi, tu as le droit en tant que maire d'avoir un job salarié, en tout cas des missions à côté, et un job de maire. C'est toléré par la loi. Oui, ça tu peux. Les députés sont beaucoup plus encadrés, si tu veux. C'est toléré parce qu'il y a un code de déontologie à Paris, parce que je réponds aussi à la haute autorité pour la transparence de la vie publique, à la HATVP, en ma qualité de vice-président de la métropole. Donc je suis tenu d'expliquer d'où viennent mes revenus, mon patrimoine, et d'expliquer pour qui je travaille. Parfois même mes proches doivent aussi être mentionnés pour éviter tout conflit d'intérêts. Ça, c'est normal, c'est la transparence. Mais oui, bien sûr, tu peux tout à fait te connecter. Après, il faut pouvoir s'organiser. Moi, j'ai une petite activité de consultant indépendant. Bon, là, que je mets un peu en pause parce que, là, une période de campagne électorale, mais ça me fait du bien, si tu veux, de replonger dans un univers d'entreprise, d'avoir un client, ou alors, en l'occurrence, moi, j'avais un président que j'ai conseillé dans une société de portage salarial sur la fin de ma dernière expérience, une 15aine d'années dans le portage salarial. Ça me faisait du bien, moi. Ça m'oxygénait ma semaine. Je changeais d'univers. Et au bureau, alors j'avais évidemment des collaborateurs, surtout des collègues qui me disaient « Alors, monsieur le maire, t'es content de me voir ?» Tu vois, c'était le jeudi. Et je leur dis « Non, je ne suis pas le maire, là. Je suis Geoffroy et je suis un parmi vous et j'ai des objectifs que je dois atteindre, même si j'ai un temps plus limité. Voilà, je suis là pour... » Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Parce que tu sais, le problème de la politique, quand tu accèdes à un certain nombre de responsabilités, tu peux venir assez vite mégalo et tourner sur toi-même uniquement. Donc, tu es en fait t'es chef d'entreprise de toi-même. Tu vois. Et donc, c'est bien de prendre du recul pour garder un pied dans des réalités économiques, sociales. Et puis, c'est bien parce que la politique, c'est pas non plus forcément toute sa vie. Et donc, demain, il y aura un après. Et donc, c'est bien aussi de capitaliser sur d'autres réseaux, sur d'autres savoir-faire, sur d'autres rencontres que tu as pu faire en parallèle. Alors, c'est vrai que tu le fais de manière... moi, je le fais de manière beaucoup plus ponctuelle, parce que le temps me manque. Mais j'aime bien me garder un peu de temps pour aller voir un client, pour l'accompagner sur un projet, sans avoir de conflit d'intérêts, je te l'ai dit, on déclare tout ce qu'on gagne, tout ce qu'on fait, avec qui on fait. Tu as le droit de donner le salaire de ton salaire de maire, notamment. C'est public, ça, ou on a le droit Oui, tu sais, tout est encadré. Les rémunérations Alors, ce n'est pas des rémunérations, d'ailleurs, ce sont des indemnités de fonction. Donc, tu as un conseiller régional, un conseiller départemental, un adjoint au maire, un conseiller d'arrondissement délégué, un maire. Tout ça est public. C'est combien ? Écoute, un maire, il gagne 5 000 € bruts. Tu vois. Donc toi, tu gagnes 5 000 € bruts pour ta fonction de maire. Mais c'est important que les gens se rendent compte parce que, comme tu le dis, tu vois, c'est un choix parce que quand tu gagnes dans le privé, tu es cadre, tu auras un job de cadre. En plus, c'est une expérience quand même assez rare, particulière. Donc, tu pourrais gagner, mais beaucoup plus. Bien sûr. Beaucoup plus. Donc, 5 000 € bruts, c'est quand même... Alors, je sais que dans mon audience, ça ne choquera pas les gens parce que c'est plutôt des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, etc. Donc, ils sont habitués à ce type de salaire. Mais et t'as pas de prime, hein, Mathieu. Et t'as jamais de prime. Voilà, c'est ça. T'as jamais de prime. C'est-à-dire que
tu peux y passer un temps infini. Voilà, tu vois, il n'y a pas de corrélation. Hein. Tu peux y passer. Non, mais tu le fais pas pour ça. C'est-à-dire que c'est la passion. C'est la passion. Et donc, ça, c'est important. Et puis après, il faut aussi avoir un équilibre familial aussi. Hein. Quand tu vis à Paris, voilà, il faut aussi pouvoir vivre à Paris. Mais voilà, la rémunération n'est pas le sujet, quoi. Moi, je suis passionné de la chose publique. Donc, c'est pour ça que je suis engagé. Après, la rémunération, bon... C'est comme une rémunération en plus sur le rôle complémentaire, du Grand Paris, j'imagine. Oui, tu as des indemnités par fonction politique et mandat que tu exerces. Et en fonction de l'importance du mandat, tu as une indemnité plus ou moins forte. Mais tout ça est très encadré. C'est public, etc. C'est totalement public. Voilà. C'est comme les députés, c'est comme les ministres, c'est comme le président de la République. Hein. Tout est transparent. Mais c'est vrai que tu as des administrés qui considèrent que tu gagnes trop, que tu dois rendre l'argent. Enfin, et ça, c'est vrai que cette défiance du politique, ce côté tous pourris, corrompus, s'en mettre plein les poches, on entend ça. Moi, ça m'exaspère parce que c'est pas la réalité du terrain. Le terrain, c'est des élus qui se donnent, qui sont dévoués, qui sont au service de tous, qui sacrifient une partie de leur vie personnelle, familiale. Et parfois, c'est vrai que tu te dis, bon, le jeu en vaut-il la chandelle quand tu touches de près une violence physique, verbale, un harcèlement permanent c'est vrai que ça peut interroger. Et moi, j'ai toujours la foi. Je suis plutôt positif de nature. Je ne suis pas un relativiste qui est loin de tout ça, mais j'essaie aussi d'avoir un cap sur le sens de la mission qu'on a au quotidien, et puis de construire pour améliorer les choses avec les habitants, toujours avec les habitants. Quand tu le fais avec les habitants, ça va mieux. Moi, la participation citoyenne, c'est pas 20 mots. Je consulte sur un aménagement de voirie, je consulte sur un équipement nouveau, je consulte sur une nouvelle programmation culturelle, par exemple. Pour moi, c'est très important parce que ça rapproche le politique de l'administré et de l'administré de la décision. Et je pense que de toute façon, le maire fait partie, de très loin, c'est fait partie des politiques les plus aimées par les Français. Parce qu'on se rend bien compte que c'est quelqu'un qui est ancré dans les pouvoirs locaux, qui se gère des sujets très concrets, quoi, très proches des citoyens. On a cette chance. Bah oui, je pense. D'être le mandat le plus respecté encore. Mais tu sais, ça a baissé. Hein. Si tu regardes les chiffres, c'est l'élu préféré des Français. Mais on a perdu aussi du crédit. Hein. Là, on est à un mois des élections municipales. Tu as peur de ne pas être élu ? Comment on se sent quand on part en campagne comme ça ? C'est quoi les émotions qui te viennent ? Moi, tu sais, je suis élu depuis 2017 à la tête de la mairie du 17e. J'ai pris en cours de mandat. Mandat, c'est 6 ans, les municipales. Pourquoi ? Parce qu'il faut du temps. Mandat de 6 ans, c'est pour donner du temps aux élus pour faire. Parce qu'avec toute la complexité administrative, bureaucratique de ce pays, oui, il faut du temps. Il faut plusieurs mandats parfois pour agir. C'est pour ça qu'il y a des maires qui sont là depuis 20 ans. Parce que ils ont besoin de temps pour transformer leur ville, et puis ils ont la volonté de le faire, mais tout se fait pas en claquant des doigts ou en likant sur Instagram. Un petit peu plus compliqué que ça. C'est ce qui fait que quand tu es volontariste comme je le suis, comme d'autres le sont, on a besoin du temps long pour pouvoir faire les choses et que les administrés perçoivent les avantages. Et en 2017, j'ai monté en fait une start-up pour être élu en 2020 sur mon nom. Donc j'ai recruté un data scientist parce que je voulais piloter un peu le territoire à partir de la donnée, de comprendre mon territoire et pas être au doigt mouillé ou faire de la politique à l'ancienne. C'est pas, j'en fais et puis j'estime être de l'ancien monde. La politique à l'ancienne, c'est serrer des paluches sur les marchés, quoi. Non, mais ça il faut le faire, bien sûr. Non, mais c'est-à-dire d'être plus dans le feeling ou d'être plus je vais soigner un électorat qui va m'être plus favorable dans la conduite d'un certain nombre de politiques, tu vois. Donc moi, j'aime bien, par la data, mieux comprendre. Donc j'avais recruté un petit commando en mode start-up, et moi, je leur disais, les garçons, en 2020, c'est la fin du CDD, et donc on verra si on a été bon. Mais il faut qu'on soit connu. Tu sais, quand tu as 160 000 habitants, tu as 105 000 électeurs. Et donc, à la fin, le juge de paix, c'est le bulletin de vote. Hein.
Est-ce que le maire, il nous représente? Est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? C'est ça le sujet. Hein. Et donc moi, je suis en 2026. On a les élections, comme tu l'as dit, dans quelques jours. Je suis en fin de CDD. Est-ce que les habitants vont renouveler le CDD? Et j'ai toujours dit ça à mes collaborateurs. Eh bien, le CDD, il s'arrête. Et ils partiront avec moi parce que les collaborateurs de cabinet et collaboratrices sont liés au maire. Donc ça s'arrête le jour du vote. Hein, et donc ça se termine. Et puis ensuite, soit on repart dans l'aventure, soit on repart pas. Mais moi, j'ai toujours considéré que c'était toujours un défi parce que se faire connaître de 105 000 électeurs et de 160 000 habitants quand tu as été élu en cours de mandat et que tu n'as pas eu la légitimité du vote initial, c'est un défi. Donc on avait réussi en 2020. Et puis ensuite, c'est un travail au quotidien. C'est un service que tu rends au quotidien, pas uniquement à 3 semaines, à 2 mois des élections. Hein, c'est trop tard, ça. C'est le fruit aussi d'un travail permanent. Et moi, je crois aujourd'hui que pour réconcilier aussi les Français avec la politique, c'est, je pense, la constance des élus dans la capacité à servir un territoire, à montrer une vision, et pas uniquement le faire à quelques mois du verdict. Voilà. Pourquoi les gens t'ont élu, selon toi? C'est quoi les grandes qualités, les grandes actions, les choses qui ont le plus convaincu les gens en 2020, tu vois, dans ton action globale? C'est pas très humble de parler de soi, mais je pense que une partie des électeurs du 17e et des habitants connaissent ma proximité et le fait d'être accessible. Et je crois que c'est une qualité qui m'est reconnue. Après, j'ai sans doute d'autres défauts, etc. Mais je pense que c'est ce qu'on attend aussi d'un maire. Et c'est pour ça que moi, je suis engagé, mais pleinement, pas à 20%, pas à 80%, à 150%, avec une équipe derrière, parce que tu peux pas faire tout seul. Et donc, j'ai une équipe formidable à côté de moi qui me pousse, qui m'appuie, qui peut prendre le relais sur des sujets, sur des réunions publiques, sur une politique d'animation. Ça, c'est formidable. Donc, c'est ça, quand tu dis maire, chef d'entreprise, c'est chef d'orchestre, plutôt. Parce que chef d'entreprise, c'est pas les mêmes ressorts. Tu vois, moi, j'ai pas de prime à donner à mes adjoints parce qu'ils ont fait du bon boulot. Non. La prime, c'est le fait d'être reconduit et que les habitants se disent on est représenté par quelqu'un de proche et qui innove, qui trouve des solutions, qui est capable de revenir en arrière quand il a plutôt une première position qui n'était pas la nôtre ou pas la bonne, etc. Et qu'est-ce que... pardon, parce que j'étais en train de regarder mon prompteur et donc du coup je me suis perdu un peu 2 secondes. Là, si ça s'arrêtait, qu'est-ce que tu ferais demain? Je retrouverais du boulot. Hein. Et puis, tu vois, tu l'intègres ça. Quand tu fais de la politique, tu sais que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et puis, tu as un juge de paix, je te le dis, c'est les élections. Et ça, c'est excitant. Parce que tu arrives en fin de mandat, tu es en campagne, tu as envie de valoriser tout ce que tu as fait. Alors ça se joue parfois sur pas grand-chose. Hein. Un ressenti, un sourire, une poignée de main, une réponse à un mail, une petite vidéo sur Instagram qui a fait rigoler une partie de tes administrés. Ça peut se jouer sur pas grand-chose. Ouais. Et donc moi, j'essaie de rendre compte de mon action via notamment les outils modernes, les réseaux sociaux, pour démystifier ce qu'est un élu. C'est pas quelqu'un qui est là pour s'enrichir, pas quelqu'un qui est là pour emmerder les gens, c'est quelqu'un qui est là pour servir et faire que les choses se passent au mieux et que le territoire soit défendu, que les habitants soient défendus, quel que soit leur quartier, quel que soit ce qu'ils pensent aussi au niveau national. C'est ça qui est excitant dans le mandat de maire. Et tu ne le retrouves pas ailleurs. Je pense que c'est peut-être le seul mandat où tu peux par exemple être quelqu'un de gauche et voter pour un maire de droite et inversement. Et même à quelqu'un d'extrême droite voter pour toi, et même d'extrême gauche voter pour toi. Tu vois. Et ça, c'est super parce que quand tu es maire, tu ne fais plus de différence. Tu as une communauté en responsabilité. Donc le type, il t'écrit, tu ne vas pas commencer à te demander ce qu'il vote au présidentiel, ce qu'il a voté il y a 10 ans ou 15 ans. Il te saisit sur un problème. Donc, tu réponds et tu ne te poses pas les questions. Et le fruit de ça, c'est que tu as des témoignages. Et moi, je vois, tu vois, sur la liste que je porte, j'ai un directeur d'école écologiste
qui avait été dans l'opposition dans le 17e il y a une vingtaine d'années, et qui m'a dit: Geoffroy, moi je me reconnais dans la manière dont tu fais de la politique aujourd'hui, donc je te rejoins. Moi, je suis un élu de droite républicaine, attaché à la liberté, à l'autorité, à la dignité. Bon, eh bien, de voir que tu arrives à transcender, tu vois, les étiquettes, ça, c'est formidable. Donc, j'ai une liste qui est composée d'un tiers de société civile, de profils engagés dans la vie associative, dans les quartiers. Et puis, j'ai 40% d'élus de droite et 20% de centristes. Tu vois. Voilà comment je comprends. Et pour moi, c'est très important. Je l'avais fait en 2020, ouvrir la liste d'arrondissements à des profils qui n'ont pas de carte et qui pensent peut-être différemment de moi au niveau national. C'est ce qui fait la richesse. Et puis le 17e, c'est, je te dis, une grande diversité. Donc il faut aussi avoir des équipiers, des élus qui représentent tous les quartiers, toutes les sensibilités, tous les âges aussi. Hein, pas uniquement une seule catégorie proactive ou active. Je crois que tous tes échanges me confirment le respect que j'ai pour cette fonction de maire, tu vois, d'élu local qui s'engage, qui fait des sacrifices, qui doit aller voir parfois déclarer un drame à quelqu'un, qui en même temps doit une grande proximité à ses habitants, gérer des questions de voirie. Tu apprends beaucoup humainement des autres. Tu apprends énormément. Tu fais des rencontres incroyables quand tu es maire. Des situations parfois cocasses. Moi, le message, parce qu'en t'écoutant, là, tu vois, je me souviens quand même de beaucoup de copains qui me disaient: mais c'est super, j'ai beaucoup de respect pour toi, je trouve ça génial. Je dis super, mais je dis, mais on a besoin de gens comme toi aussi. Et là, me dire: ah ouais, mais bon, est-ce que je suis prêt à renoncer ma vie de famille, une partie, est-ce que sur un plan professionnel, etc. Et moi, je dis: engagez-vous, parce que c'est aussi une source de joie, une source d'épanouissement personnel. Mais voilà, il y a une dimension de rayonnement que vous n'avez pas dans un job d'une entreprise classique. C'est certain. Et c'est ce que j'essaie de dire aussi à une génération qui trouve ça formidable, mais qui passe pas le cap. Qui est désillusionné, quoi. Voilà, et donc moi j'essaie de redonner envie. D'ailleurs, j'ai organisé Vie ma vie de maire, où par un tirage au sort, j'accueille une personne une fois par trimestre, je n'arrive pas à le faire tous les mois quand même, mais qui me suit pendant une journée sur ma vie d'élu et de maire d'un arrondissement parisien. Et je vois combien ça rapproche, et ça permet aussi de lutter contre les préjugés, qui permet de comprendre aussi mieux la complexité à laquelle on est confronté, administrative, politique, bureaucratique. Et puis ça permet aussi d'humaniser. Et c'est à l'inverse de l'image qu'on a, tu sais, on dit la politique est un monde de requins. Qu'est-ce qu'il y a de vrai dans cette affirmation? Est-ce que tu as rencontré des personnalités politiques? Je ne sais pas si tu peux les citer, évidemment, si tu les citer, c'est agréable, mais j'imagine que parfois tu dois le taire, mais où tu t'es dit, punaise, quand même, c'est pas des gens bien, tu vois. Alors, d'abord, la politique, qu'est-ce que ça veut dire, hein, tu vois, la politique, moi, c'est d'abord le service politique, service au plus près. Voilà. Après, la politique politicienne, ce que tu vois sur les chaînes info, les petites phrases, les coups d'éclat, les scandales, bon, c'est pas l'essentiel de la politique. La politique, elle est là pour aider les gens. Hein. Bon, d'abord. Après, oui, tu rencontres des types qui peuvent t'agacer, pour lesquels tu n'as pas beaucoup de respect. Ça arrive comme dans une entreprise, hein, dans une organisation privée. Tu n'es pas censé aimer tout le monde. Hein. Donc oui, on est confronté parfois à des situations où on aimerait changer de trottoir. Tu as déjà pris le bec avec un homme politique, un politicien Ouais, la maire de Paris, je ne l'ai pas ménagée. Tu vois, sur Tahiti, sur la gestion de l'espace public, notamment en matière de dératisation. J'y suis allé fort. Parce que j'estime que quand on est maire d'un arrondissement, d'un village ou d'une grande capitale, on ne doit pas se détourner des sujets du quotidien. Et puis, on doit être exemplaire. Et tu vois, sur Tahiti, j'y suis allé très fort. Alors, tu peux nous préciser, redonner le contexte, que je ne sais pas ce que c'est. Tu sais, elle est partie voyager aux frais de la princesse.
Et j'estime qu'elle n'a pas été transparente sur l'utilisation des deniers publics, notamment dans le cadre d'un déplacement qui était plutôt privé que réellement d'intérêt communal, tu vois ce que je veux dire. Et je trouve que, voilà, moi, quand il y a des choses qui m'énervent, donc là, j'ai eu Maya à partir avec elle. Je trouve qu'elle a manqué de transparence. Elle nous donnait des leçons à tout bout de champ depuis des années. Et là, voilà, c'était une manière aussi en séance publique de la mettre face à ses responsabilités. Faites ce que je dis, mais regardez pas ce que je fais. Hein. En même temps, Anne Hidalgo, pour le coup, je pense de manière générale, le job de maire de Paris, c'est éminemment politique, dans le sens politicien. C'est dans les petits papiers, dans les rouages du pouvoir. Tu dois, quand tu fais de la politique, tu dois contenir une majorité, tu dois la contenir, c'est-à-dire tu dois l'animer, tu dois l'embarquer pour qu'elle te suive. Hein. Donc on est dans l'humain. La politique, c'est 300% humain, avec tous les mauvais côtés de l'humanité. Hein. La haine, la jalousie, la corruption, tu vois. Donc, la politique, c'est que de l'humain. Et donc, il y a des mauvais côtés, quoi. Parfois, il y a des côtés complètement irrationnels. La politique peut rendre complètement dingue. Voilà. Geoffroy, merci beaucoup pour cet échange. Dernière question que je pose à tous mes auditeurs. Je t'avais déjà posé la question du plus gros regret. Je crois que tu m'as parlé de regret. Donc, je ne vais pas te la reposer celle-ci, mais pour qui tu as le plus de gratitude ? Pour mes parents, d'abord, parce qu'ils m'ont toujours soutenu, laissé libre de vivre la vie que j'ai aujourd'hui. Et puis ma femme, qui m'a toujours accompagné, parce que c'est quand même aussi un sacrifice d'accompagner un élu qui est quand même souvent très mobilisé et absent. Et puis mes enfants qui acceptent aussi cet engagement, qui le suivent. Mais voilà, je sais ce que je dois à mes parents, à ma famille, évidemment. Et puis aux personnes qui m'ont fait confiance, pour accéder à des responsabilités. Je n'ai jamais rien demandé. Je ne suis jamais allé quémander un poste. Jamais. C'est parce qu'on m'a repéré, c'est parce qu'on m'a proposé que j'ai répondu à l'appel ou à la demande. Mais ça, c'est pour moi important aussi. Il y a une certaine éthique, tu vois. Mais c'est vrai que c'est plus trop à la mode. Maintenant, il faut faire le buzz, il faut faire le coup, parce qu'on pense qu'en faisant un coup, on va avoir quelque chose derrière. Bon. Moi, je pense que la politique, c'est aussi l'humilité. Et parfois, faire le bien ne fait pas de bruit. Je reviendrai à cette phrase. Merci beaucoup, Geoffroy. Et voilà, si vous êtes dans le 17e, le 15 mars, vous savez qu'on va être dans l'urne si ça vous a convaincu cet échange. Donc, merci beaucoup, Geoffroy, et à très bientôt. Merci, Mathieu, pour cet échange.